Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire courte d'Agatha Christie. La nouvelle s'intitule Le vase bleu. Jack Harrington regarda tristement son parcours de golf et, debout auprès de sa balle, mesura la distance tandis que son visage reflétait le dégoût. Il soupira, prit un club, décapita tour à tour une fleur de chicorée sauvage et une touffe d'herbe, puis attaqua vigoureusement la balle. Il est pénible quand on a 24 ans et pour ambition unique d'améliorer son classement au golf, d'être obligé de consacrer du temps et de l'attention aux problèmes de la vie matérielle. Sur les 7 jours de la semaine, Jack était enfermé pendant 5 jours et demi dans un bureau de la cité, qui ressemblait à un mausolée. Le samedi après-midi et le dimanche étaient religieusement consacrés au véritable but de sa vie. Et, mu par un excès de zèle, il avait loué une chambre dans un petit hôtel proche du terrain de golf de Stourton Heath et se levait à 6 heures du matin afin de pouvoir s'entraîner pendant 1 heure, avant de prendre à 6h46 le train de Londres. Le seul inconvénient du système résidait dans le fait qu'il paraissait incapable d'actionner une balle à cette heure matinale. Jack soupira, saisit son club et se répéta les mots magiques. Le bras gauche en avant sans lever les yeux. Il balança le bras puis s'arrêta pétrifié, tandis qu'un cri aigu déchirait le silence de cette matinée printanière. « À l'assassin! Au secours !» La voix féminine s'interrompit dans un sanglot. Jack jeta son club et se précipita dans la direction d'où le cri était parti. À peu de distance, semblait-il. Ce côté du terrain de golf était fort désert, et on y apercevait un petit cottage, fort pittoresque au demeurant. Jack y courut, contourna un talus de bruyères et se trouva bientôt devant une barrière qui protégeait un jardin. Une jeune fille s'y tenait seule, et pendant un court instant, Jack crut qu'elle avait appelé au secours, mais il ne tarda pas à changer d'avis. L'inconnu tenait à la main un petit panier plein de mauvaises herbes et venait manifestement de se redresser après avoir nettoyé une bordure de pensée. Le jeune homme remarqua que ses yeux veloutés ressemblaient aux fleurs dont elle s'occupait, et aussi qu'elle fixait sur lui un regard à la fois vexé et surpris. « Je vous prie de m'excuser, dit-il. N'avez-vous pas poussé un cri ?»« Moi ? Sûrement pas. » Elle parlait d'un air tellement étonné que Jack fut très penaud. L'inconnu avait une très jolie voix, au timbre quelque peu étranger. « Mais vous avez sûrement entendu appeler au secours tout près d'ici. » La jeune fille répliqua. « Je n'ai rien entendu. » Jack demeura stupéfait. Il lui paraissait incroyable qu'elle n'eût pas perçu le cri d'effroi, et pourtant son calme était tel qu'il ne pouvait croire qu'elle mentait. Aussi ajouta-t-il. La voix était toute proche. « Que disait-elle » demanda l'inconnu en regardant Jack d'un air soupçonneux. « Au secours, à l'assassin. »« À l'assassin ? Quelqu'un s'est moqué de vous, monsieur. Qui aurait pu être tué ici ?» Jack regarda autour de lui avec la vague idée qu'il allait voir un cadavre sur le sentier. Il était sûr d'avoir entendu un cri, et il leva les yeux vers les fenêtres de la petite maison. Tout y paraissait calme et paisible. « Voulez-vous fouiller notre maison ?» demanda la jeune fille d'un ton sec. Elle paraissait tellement sceptique que la gêne de Jack augmenta. Il se détourna et dit « Excusez-moi, la voix devait venir de plus haut dans les bois. » Puis, soulevant son chapeau, il s'éloigna. Ayant ensuite jeté un regard par-dessus son épaule, il constata que la jeune fille avait repris son jardinage avec calme. Il parcourut les bois pendant quelque temps, mais sans rien y voir d'anormal. Pourtant, il était de plus en plus certain d'avoir entendu un cri. Il finit par renoncer à ses recherches et se hâta de rentrer pour avaler son petit déjeuner et attraper au vol son train. Pourtant, une fois assis dans son compartiment, il éprouva un remords. N'aurait-il pas dû aller rendre compte à la police ? L'incrédulité de la jeune fille avait-elle été cause de son inertie ? Car il était évident qu'elle avait cru qu'il rêvait. Les policiers seraient sans doute du même avis. Était-il vraiment sûr d'avoir entendu crier ? Il n'en était plus aussi certain. Il pouvait avoir confondu un appel d'oiseau avec la voix d'une femme. Toutefois,
Il repoussa cette idée et se souvint d'avoir regardé sa montre juste avant d'avoir entendu crier. Il devait être 7h25. Ce détail pouvait être utile aux enquêteurs si l'on faisait des recherches. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il lut attentivement les journaux pour voir si aucun crime n'était signalé. Il ne trouva rien et fut à la fois soulagé et désappointé. Le lendemain matin, il pleuvait tellement que le plus ardent joueur de golf eut renoncé à manier ses clubs. Jack se leva à la dernière minute, déjeuna au galop, sauta dans le train et parcourut vivement les journaux qui n'annonçaient rien de tragique. C'est curieux, pensa le jeune homme. Des gamins devaient jouer dans les bois. Il sortit de bonne heure le lendemain et, en passant devant la petite maison, il aperçut la jeune fille qui arrachait des mauvaises herbes. Ayant commencé à jouer, il regarda sa montre et murmura « Juste 7h25. Je me demande… » La phrase s'arrêta dans sa gorge car le cri qui l'avait tant effrayé retentit à nouveau. « À l'assassin! Au secours !» C'était une voix de femme absolument affolée. Jack revint sur ses pas en courant. La fille aux pensées était debout, devant la barrière. Elle semblait effrayée et Jack courut vers elle d'un air triomphant en criant « Vous avez entendu cette fois ?» Les yeux de l'inconnue étaient grands ouverts, mais elle recula, regarda la maison comme si elle voulait s'y réfugier, secoua la tête et répondit « Je n'ai rien entendu. » Jack eut l'impression qu'elle lui avait asséné un coup entre les deux yeux. Sa sincérité était tellement évidente qu'il ne pouvait mettre sa parole en doute. Pourtant, il n'avait pas imaginé ces cris. Il entendit la jeune fille dire doucement, presque avec sympathie « Vous avez été témoin d'un bombardement sans doute. » Il comprit le regard affolé, le recul. Elle supposait qu'il avait des visions. Puis, comme une douche glacée, l'idée lui vint que cette fille avait peut-être raison. Avait-il des hallucinations? Saisi d'effroi, il se détourna et s'éloigna d'un pas mal assuré, sans répondre un mot. La jeune inconnue le suivit des yeux, soupira, secoua la tête et se remit à son travail. Jack tenta de se raisonner. Si j'entends encore ce maudit bruit à 7h25, pensa-t-il, je serai certain d'être le jouet d'une hallucination. Mais je ne l'entendrai pas. Il demeura nerveux toute la journée et se coucha de bonne heure, décidé à tenter l'expérience le lendemain matin. Ainsi que cela se produit souvent dans les cas semblables, Jack resta éveillé une partie de la nuit et sombra ensuite dans un sommeil profond. Il était 7h20 quand il sortit de l'hôtel et se mit à courir vers le golf. Il comprit qu'il ne pourrait arriver à l'endroit fatal avant 7h25, mais estima que, s'il s'agissait de simple hallucination, il l'apercevrait n'importe où. Aussi se mit-il à courir, les yeux fixés sur les aiguilles de sa montre. 7h25. L'écho d'un cri de femme lui parvint de très loin. Il ne pouvait distinguer les mots, mais il fut convaincu que l'appel était le même, et venait également des environs de la maison. Toutefois, il fut rassuré et pensa qu'il pouvait s'agir d'une plaisanterie, si invraisemblable que cela parut. La jardinière inconnue se moquait peut-être de lui. Il se redressa, prit un club dans son sac et se décida à jouer jusqu'à la maison. La jeune fille était dans le jardin comme d'habitude. Elle leva la tête et quand il lui souhaita timidement le bonjour, il la trouva plus jolie que jamais. « Belle journée, n'est-ce pas ?» cria-t-il en maudissant la banalité de sa phrase. « Oui, très belle. Le temps doit être favorable au jardin. » L'inconnu sourit, ce qui creusa une fossette dans sa joue. « Hélas, non. Il faut de la pluie pour mes fleurs. Voyez, elles sont toutes fanées. » Jack obéit à l'invitation et s'approcha de la petite haie qui séparait le jardin du golf. « Vos fleurs me paraissent en bon état, » répondit-il gauchement, tout en constatant que l'inconnu le regardait avec pitié. « Oui, déclara-t-elle, le soleil est bon pour la santé et on peut toujours arroser les fleurs, mais il est encore meilleur pour les malades. Vous semblez beaucoup plus robuste aujourd'hui, monsieur. » Sa voix pleine de compassion agaça fortement Jack, qui répliqua « Je me porte à merveille. » « Alors tout va bien, dit-elle, et son interlocuteur eut la certitude qu'elle n'en croyait rien. Il acheva son parcours et rentra en hâte pour déjeuner. Tout en mangeant, il constata, et ce n'était pas la première fois, qu'un personnage assis à une table voisine le regardait avec attention. D'âge moyen, il avait un visage énergique, une barbiche noire et des yeux gris au regard perçant. Son attitude pleine d'assurance le désignait comme un homme occupant une situation en vue. Jack savait qu'il se nommait Levington
et avait entendu dire que c'était un médecin réputé. Mais comme il ne fréquentait guère le milieu médical, il n'en savait pas plus. Toutefois, ce jour-là, il s'aperçut que son voisin l'observait avec un grand intérêt, et en éprouva un certain malaise. En raison de sa profession, cet homme avait-il découvert qu'il était malade? Soudain, Jack se rendit compte qu'il pouvait s'en assurer. Jusqu'alors, il avait toujours été seul quand il entendait le cri. S'il avait un compagnon, 3 hypothèses pouvaient se produire. La voix mystérieuse pouvait ne pas se faire entendre, les 2 hommes pouvaient l'entendre, ou encore, lui, Jack, l'entendrait seul. Ce soir-là, il commença à mettre son plan à exécution. Il entama une conversation avec Levington, qui en parut enchanté. Il était clair que le jeune homme l'intéressait et il accepta sans hésiter l'offre d'une partie de golf pour le lendemain matin. Ils partirent un peu avant 7 heures. La journée était magnifique, calme et ensoleillée, pas trop chaude. Le médecin jouait bien, tandis que Jack accumulait les fautes car son esprit était entièrement absorbé par ce qu'il allait se produire. Il consultait sa montre à chaque instant. Ils atteignirent le 7e trou, près duquel se trouvait la maison, vers 7h20. Comme d'habitude, la jeune fille jardinait, mais elle ne leva pas la tête quand les 2 hommes s'approchèrent. Les 2 balles étaient sur leur parcours, celle de Jack près du trou, celle du médecin un peu plus loin. « Il faut que j'essaye un bon coup, » déclara Levington. Il se pencha pour évaluer la distance, tandis que Jack, immobile, avait les yeux fixés sur sa montre. Il était exactement 7h25. La balle courut sur l'herbe, s'arrêta au bord du trou, hésita puis tomba. « Voilà un coup à droit, » dit Jack d'une voix rauque, tout en soulevant son poignet d'un air soulagé. Il ne s'était rien produit. Le charme devait être rompu. « Si vous voulez bien attendre 1 minute, » dit le jeune homme, « je voudrais bourrer ma pipe. » Les 2 joueurs s'arrêtèrent, et Jack emplit sa pipe d'une main, qu'il ne pouvait empêcher de trembler. Un énorme poids semblait ôté de son esprit. Il dit avec soulagement: « Quelle belle journée !» Puis, au moment où Levington levait son club, une voix de femme à l'agonie cria: « À l'assassin! Au secours !» Jack laissa échapper sa pipe et regarda dans la direction du cri. Puis il se tourna vers son compagnon. Celui-ci, la main en visière, devant les yeux, déclara: « Un peu court, je crois. » Il n'avait rien entendu. Un vertige s'empara de Jack, qui fit 1 ou 2 pas en titubant. Quand il reprit connaissance, il était allongé sur l'herbe, et Levington se penchait sur lui en disant: « Attention, ne bougez pas. »« Que m'est-il arrivé ?»« Vous avez perdu connaissance, ou presque, jeune homme. »« Mon Dieu !» gémit le pauvre garçon. « Qu'avez-vous? Des ennuis ?» « Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous poser une question. » Le médecin alluma sa pipe, s'assit sur le talus et répondit avec calme: « Tant que vous voudrez. Vous m'avez étudié depuis 1 ou 2 jours. Pourquoi ?» Levington cligna de l'œil. Voilà une question gênante. Il est toujours permis de regarder ses semblables. Ne vous dérobez pas. Je parle sérieusement et j'ai une raison impérieuse de vous interroger. Le médecin prit un air professionnel. Je vais vous répondre en toute franchise. J'ai décelé en vous tous les signes d'une intense préoccupation et je me suis demandé d'où elle venait. « Je puis vous renseigner, » dit Jack tristement, « je deviens fou. » Il s'interrompit, mais comme cette déclaration ne paraissait pas susciter l'intérêt et l'effroi auquel il s'attendait, il répéta: « Je vous dis que je deviens fou. »« Très curieux, » murmura Levington, « vraiment très curieux. »« C'est tout l'effet que cela vous fait, » répondit Jack indigné. « Les médecins n'ont pas de cœur. » Voyons, mon jeune ami, vous parlez sans réfléchir. D'abord, bien que j'ai mon passé de doctorat, je ne pratique pas et je ne soigne pas le corps. Jack le dévisagea. « Vous soignez le cerveau ?»« Jusqu'à un certain point, mais plutôt l'âme. »« Oh ! Je vois que vous êtes déçu. Et pourtant, il nous faut bien qualifier ainsi le principe qui existe en dehors du corps, lequel est son habitat terrestre. L'âme n'est pas seulement l'expression religieuse inventée par le clergé. Appelons-la esprit ou subconscient, ou autrement si vous le préférez. Vous êtes froissé de mes paroles tout à l'heure. Pourtant, je vous assure que j'ai trouvé bizarre qu'un garçon aussi bien constitué et normal que vous eût l'impression de devenir fou. C'est pourtant exact. Excusez-moi, mais je n'en crois rien. J'ai des hallucinations. Après le dîner? Non, le matin.
Ce n'est pas possible, affirma le médecin en rallumant sa pipe éteinte. Je vous affirme que j'entends des bruits que nul autre ne perçoit. Un homme sur 1000 voit des lunes sur Jupiter, et ce n'est pas parce que les autres ne les voient pas qu'il faut douter de leur existence et traiter cet homme de fou. Les lunes de Jupiter ont été scientifiquement reconnues. Il est fort possible que les visions actuelles soient scientifiquement admises dans l'avenir. Jack ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le calme de Livington. Et il se sentit infiniment réconforté. Le médecin le dévisagea pendant un instant, puis déclara « Voilà qui est mieux. L'ennui avec vous autres jeunes gens vient de ce que vous êtes tellement convaincus de posséder la science infuse que vous êtes furieux quand quelque chose se produit qui ébranle vos opinions. Dites-moi ce qui vous a fait croire que vous perdez l'esprit. Puis nous déciderons s'il faut vous mettre en cellule. » Jack décrivit tout ce qui lui était arrivé, aussi sincèrement que possible, et ajouta « Je ne puis comprendre pourquoi ce matin, la chose ne s'est produite qu'à 7h30, donc 5 minutes plus tard. » Livington réfléchit un instant puis demanda « Quelle heure est-il à votre montre ?»« 8h moins quart, » répondit Jack après avoir vérifié. « C'est donc fort simple. La mienne annonce 8h moins 20. La vôtre avance donc de 5 minutes, ce qui est capital. » « Pourquoi ?» ?»« Voici une explication évidente. Le premier jour, vous avez vraiment entendu un cri, qui pouvait ou non être poussé par un plaisantin. Le lendemain, vous vous êtes figuré que vous l'entendriez à la même heure. Je suis sûr que non. Vous ne l'avez pas pensé consciemment, mais le subconscient nous joue parfois de drôles de tours. D'ailleurs, cette explication ne vaut rien, car s'il s'agissait d'une suggestion, vous eussiez entendu le cri à 7h25, d'après votre montre, mais pas au moment où vous supposiez que l'heure était passée. Et alors ? Voyons, c'est bien simple. Cet appel au secours occupe un endroit et un moment bien précis dans l'espace et dans le temps. L'espace est situé près de cette maison et le moment se place à 7h25. Bien, mais pourquoi suis-je le seul à l'entendre ? Je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits frappeurs. Pourquoi est-ce moi qui perçois ces bruits ? Nous ne pouvons le dire à présent. Il est d'ailleurs étrange que les meilleurs médiums soient choisis parmi les pires sceptiques. Ce ne sont pas les personnes qui s'intéressent aux phénomènes occultes qui les enregistrent. Certains êtres humains voient et entendent ce que d'autres négligent. Nous ignorons pourquoi et 9 fois sur 10, ils ne le souhaitent pas et croient avoir eu des hallucinations comme vous. L'électricité aussi a de bons et de mauvais conducteurs et pendant fort longtemps, nous avons ignoré pourquoi nous nous sommes contentés d'accepter les faits. Maintenant, nous en connaissons la raison et un jour, sans doute, nous comprendrons pourquoi. Vous entendez ce que cette jeune fille et moi ne percevons pas. Voyez-vous, tout est actionné par une loi naturelle, et le surnaturel n'existe pas. « Que dois-je faire ?» interrogea Jack. Livington se mit à rire et répondit « Vous ne manquez pas d'esprit pratique. Pour l'instant, bien déjeuner et partir pour Londres, sans vous tourmenter au sujet de ce que vous ne comprenez pas. De mon côté, je vais me promener et essayer de me renseigner au sujet de cette maison. Je parie que c'est là que réside le mystère. » Jack se leva et répondit « D'accord, monsieur, mais je suis sûr. » « De quoi ?» Le jeune homme rougit et murmura « Que la jeune fille est normale. » Livington sourit. « Vous ne m'avez pas dit qu'elle était jolie. Prenez courage, car je crois que le mystère existait avant elle. » Ce soir-là, en rentrant, Jack était bourrelé de curiosité. Il mettait désormais tous ses espoirs en Livington. Quand il descendit pour dîner, il trouva son nouvel ami dans le vestibule et Livington lui proposa de dîner à la même table. « Avez-vous des nouvelles, docteur ?» interrogea vivement Jack. « J'ai appris l'histoire de la villa des Bruyères. Au début, elle était habitée par un vieil horticulteur et sa femme. Un entrepreneur en prit possession quand le mari mourut, et la vieille femme se retira chez sa fille. Le nouveau propriétaire modernisa la bicoque et la vendit à un citadin qui vint y passer les fins de semaine. Puis la céda à un ménage appelé Turner. D'après ce que j'ai entendu dire, ces gens étaient assez originaux. Le mari était anglais, la femme, très jolie et d'allure exotique, était à moitié russe. Ils vivaient très retirés, ne voyaient personne et ne sortaient jamais de leur jardin. La rumeur publique déclarait qu'ils avaient peur. Mais on ne peut guère ajouter foi à des propos de ce genre.
Puis un matin, de très bonne heure, ils disparurent et ne revinrent jamais. L'agent immobilier reçut une lettre de Turner, timbrée de Londres, lui enjoignant de vendre la maison le plus vite possible, ainsi que le mobilier. L'acquéreur, un certain Molverer, n'y habita que 15 jours, puis la mit en location meublée. Un professeur de français, malade des poumons, et sa fille s'y sont installés, il y a juste 10 jours. Jack réfléchit, puis déclara: « Cela ne nous avance guère, ne trouvez-vous pas? » « J'aimerais en savoir plus long au sujet des Turner, dit Livington avec calme. Ainsi que je vous l'ai dit, ils partirent de grand matin, et nul n'assista à leur départ. Turner a été revu depuis, mais pas sa femme. » Jack pâlit. « Serait-il possible, croyez-vous? Ne vous agitez pas, jeune homme. L'influence de quelqu'un qui va mourir, surtout s'il s'agit de mort violente, est très forte. Les alentours peuvent s'imprégner de cette influence et la transmettre à quelqu'un en état de réceptivité. Vous, par exemple. »« Pourquoi moi ?» murmura Jack. « Pourquoi pas quelqu'un qui serait capable d'agir? Vous croyez qu'il s'agit d'une intelligence raisonnée et non d'une force aveugle? Je ne crois pas aux esprits qui viennent sur Terre dans un but déterminé. Mais ce que j'ai constaté bien des fois, et que je ne puis prendre pour de simples coïncidences, c'est qu'il existe des forces obscures qui travaillent dans le même sens. » Livington se tut, comme s'il voulait chasser une obsession, se tourna vers Jack et sourit. Le jeune homme acquiesça, volontiers sans toutefois parvenir à chasser l'idée de son esprit. Au cours des jours suivants, il fit une petite enquête sans obtenir davantage que le médecin, et il renonça à jouer au golf le matin. Un nouveau maillon de la chaîne lui fut apporté d'une manière inattendue. Un soir, en rentrant, Jack apprit qu'une jeune fille l'attendait. À sa grande surprise, il reconnut la belle aux pensées, comme il l'appelait. Elle paraissait très émue et intimidée. « Veuillez m'excuser, monsieur, de venir vous parler ainsi, mais je désire vous apprendre quelque chose. Elle regardait autour d'elle d'un air inquiet. « Entrez ici, répondit Jack vivement, en ouvrant la porte du salon des dames. Toujours désert à cette heure-là. Veuillez vous asseoir, mademoiselle Marchot, Alice Marchot. » Elle s'assit. Elle était vêtue d'un costume vert foncé qui rehaussait le charme de son teint. Le jeune homme sentit son cœur battre plus vite. Il demanda: « Dites-moi ce qui vous inquiète. »« Voici. Nous sommes ici depuis peu de temps, et, dès le début, nous avons entendu dire que notre charmante petite maison était hantée. Aucune servante ne veut y rester, ce qui n'a guère d'importance car je sais faire le ménage et la cuisine. Quel ange, pensa Jack. Elle est unique. Mais il parvint à garder l'air attentif. Je croyais que ces histoires de revenants étaient ridicules, mais depuis 4 jours, monsieur, j'ai fait le même rêve. Une femme très belle, grande et blonde, est auprès de moi. Elle tient dans ses mains un vase de porcelaine bleue, et paraît au désespoir. Elle me tend le vase comme si elle me suppliait de le prendre. Mais je ne comprends pas pourquoi, et malheureusement, elle ne peut pas parler. Ce rêve a été le même pendant les 2 premières nuits, puis avant-hier soir, il a été plus explicite. La femme s'est évaporée, tenant toujours le vase, et soudain, je l'ai entendue crier: « À l'assassin! Au secours !» Donc, les mots que vous m'avez répétés l'autre jour. Je me suis réveillée en sursaut, mais j'ai cru que j'avais eu un cauchemar. Seulement la nuit dernière, j'ai eu le même rêve. De quoi s'agit-il, monsieur? Vous l'avez entendu aussi? Que devrons-nous faire? La jeune fille avait un visage terrifié. Ses petites mains se fermaient convulsivement et elle regardait Jack d'un air suppliant. Il afficha un calme qu'il était loin d'éprouver. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vous devriez exposer votre rêve à un de mes amis, le docteur Livington, qui est en séjour ici. » Alice accepta et Jack alla chercher Livington. Le médecin dévisagea la jeune femme pendant que Harrington exposait la question. Puis il se fit répéter son rêve et déclara: « C'est fort curieux. Et avez-vous parlé à votre père ?» Alice secoua la tête. « Non, je n'ai pas voulu l'inquiéter. Il est très malade et je lui cache tout ce qui pourrait le troubler. » Livington répondit avec bonté: « Je comprends et je suis content que vous soyez venu me consulter. Monsieur Harrington a eu une alerte assez semblable à la vôtre, et je crois que désormais nous sommes sur une piste. Vous n'avez aucun détail à me communiquer ?» Alice sursauta. « Oh si, comme je suis sotte !»
Regardez, monsieur, ce que j'ai trouvé au fond d'un placard. Cette feuille avait glissé derrière une planche. Elle tendit une feuille de papier de dessin assez sale. On y avait tracé à l'aquarelle une esquisse, sans doute ressemblante, qui représentait une grande femme blonde au type étranger. Elle était debout devant une table où un vase de porcelaine bleue était posé. Je n'ai trouvé cette feuille que ce matin, déclara la jeune fille, et ce dessin représente bien la femme que j'ai vue dans mes rêves. De plus, le vase est identique. C'est extraordinaire, dit Livington. La clé du mystère se trouve évidemment dans le vase. Il me paraît fait d'une ancienne porcelaine chinoise et avoir un dessin gravé très finement. C'est bien une porcelaine chinoise, affirma Jack. J'en ai vu un pareil dans la collection de mon oncle, qui est un grand expert des objets d'art de ce genre. Livington garda le silence un instant, puis leva vivement la tête et interrogea. « Depuis combien de temps votre oncle a-t-il ce vase, Harrington ?»« Je ne sais pas vraiment. Réfléchissez. L'a-t-il acheté récemment ?»« Je ne sais pas trop. Oui, peut-être. En y réfléchissant. Les porcelaines ne m'intéressent pas, mais je me souviens qu'il m'a montré ses récentes acquisitions et que ce vase en faisait partie. Y a-t-il moins de 2 ans ? Les Turner ont quitté le cottage juste à ce moment-là. Je crois en effet que la date correspond. Votre oncle est-il un habitué des ventes aux enchères ? Certes, oui. Donc, il n'est pas impossible qu'il ait acheté ce vase à la vente du mobilier Turner. C'est une étrange coïncidence, ou plutôt, c'est ce que j'appelle un acte de justice. Il nous faut, Harrington, savoir le plus vite possible où votre oncle a acheté cette porcelaine. Le visage de Jack se rembrunit. Je crains que ce ne soit pas possible, car il est sur le continent et je ne saurais même pas où lui écrire. Combien de temps durera son absence ? 3 semaines ou 1 mois au moins. Il y eut un silence et la jeune fille regarda tour à tour les 2 hommes avec anxiété. « Ne pouvons-nous rien faire ?» interrogea-t-elle d'une voix timide. « Si, » répondit Livington d'un ton assez excité. « Ce sera assez peu banal, mais je crois que cela peut réussir. Harrington, il faut vous emparer de ce vase, l'apporter ici et, si mademoiselle le permet, nous passerons une nuit au cottage en compagnie de l'objet. » Jack éprouva quelques inquiétudes et demanda. « Qu'arrivera-t-il à votre avis ? » « Je n'en ai pas la moindre idée, mais je crois que le mystère sera élucidé et que le fantôme sera vaincu. Il est possible que le vase ait un double fond, dans lequel un objet est caché. S'il ne se produit rien, nous devrons nous montrer ingénieux. » Alice battit des mains et s'écria. « Voilà une idée merveilleuse !» Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Mais Jack était beaucoup moins satisfait. En réalité, il avait peur. Toutefois, pour rien au monde, il ne l'eût avoué devant la jeune fille. Le médecin paraissait croire que sa proposition était la plus naturelle du monde. « Quand pourrez-vous apporter le vase ?» demanda Alice en se tournant vers Jack. « Demain, » répondit-il sans enthousiasme. Il lui fallait s'exécuter, mais le souvenir de l'appel qui le hantait chaque matin devait être dominé s'il voulait aboutir. Le lendemain soir, il se rendit chez son oncle et prit le vase. En le revoyant, il fut plus convaincu que jamais qu'il avait servi de modèle à l'aquarelle. Toutefois, en l'examinant de plus près, il n'y découvrit aucune cachette. Il était 11 heures quand Livington et lui arrivèrent aux Bruyères. Alice les attendait et leur ouvrit sans bruit avant qu'ils aient pu sonner. « Entrez, » murmura-t-elle. « Mon père dort, là-haut, il ne faut pas l'éveiller. Je vous ai préparé du café ici. » Elle les conduisit dans un petit boudoir où brûlait une lampe à alcool et leur offrit un excellent café. Jack ôta l'emballage du vase chinois et Alice sursauta. « Oui, oui, s'écria-t-elle, c'est bien lui. Je le reconnaîtrai entre 1000. » Pendant ce temps, Livington se livrait à divers préparatifs. Il ôta tous les bibelots qui occupaient une petite table et les posa au milieu de la pièce. Puis il approcha 3 chaises, prit le vase bleu des mains de Jack et l'installa au centre de la table. « Nous sommes prêts, » dit-il. « Éteignez les lumières et asseyons-nous autour de la table dans l'obscurité. » Quand ses 2 compagnons eurent obéi, il reprit. « Ne pensez à rien, ou à n'importe quoi, mais ne vous forcez pas. Il est possible que l'un de nous ait des dons médiumniques. Dans l'affirmative, il entrera en transe.
Soyez tranquilles, vous n'avez rien à craindre. Chassez la peur de vos cœurs et laissez-vous glisser, glisser. » Sa voix s'éteignit et le silence tomba. Puis il devint de plus en plus chargé de signification. Mais Livington avait beau dire « bannissez la crainte », Jack était pris de panique et il était convaincu que la jeune fille éprouvait la même émotion. Elle dit soudain « il va se produire quelque chose de terrible. Je le sens. » « Bannissez la crainte, » répondit Livington, et ne combattez pas cette influence. L'obscurité parut devenir plus profonde et le silence plus saisissant, tandis que la menace approchait. Jack étouffait. Le mauvais esprit était là. Puis la menace s'éloigna et il se sentit glisser dans l'eau. Ses paupières se fermèrent. La paix et l'obscurité l'envahirent. Jack remua un peu. Sa tête lui semblait lourde comme du plomb. Où était-il? Du soleil, des oiseaux. Étendu à terre, il regardait le ciel. Soudain la mémoire lui revint. La séance, la petite pièce, Alice et le médecin. Que s'était-il passé? Il s'assit, la tête bourdonnante, et regarda autour de lui. Il était couché dans un petit taillis, non loin du cottage, et il était seul. Il regarda sa montre et à sa profonde surprise, constata qu'il était 12h30. Jack fit un effort pour se lever et courut aussi vite que possible vers la maison. Sans doute ses habitants s'étaient-ils effrayés de sa syncope et l'avaient-ils transporté au grand air. Arrivé au cottage, il frappa fortement à la porte, mais on ne répondit pas et il ne constata aucun signe de vie aux alentours. Était-on allé chercher des secours? Soudain, Harrington fut envahi par la frayeur. Que s'était-il passé la veille au soir? Il se dirigea vers son hôtel aussi rapidement que possible et s'apprêtait à demander des explications au bureau quand il reçut dans les côtes un coup de poing qui lui fit presque perdre l'équilibre. Il se retourna, indigné, et aperçut un vieux monsieur à cheveux blancs qui riait gaiement. « Tu ne m'attendais pas, mon garçon. »« Comment? C'est vous, mon oncle George? Je vous croyais bien loin d'ici, quelque part en Italie. »« Je n'y étais pas, j'ai débarqué à Douvres hier soir. J'ai décidé de rentrer à Londres en auto et de m'arrêter ici pour te voir. Et je ne t'ai pas trouvé, c'est du joli. »« Mon oncle, s'écria Jack, j'ai la plus extraordinaire histoire à vous raconter, et je crains que vous n'y ajoutiez pas foi. »« C'est fort possible, répondit le vieillard en riant. Je t'écoute. Il faut d'abord que je mange, car je suis affamé. » Jack conduisit son oncle dans la salle à manger, et, tout en engloutissant un copieux repas, raconta son histoire qu'il acheva par ces mots. Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus. L'oncle paraissait près de l'apoplexie quand il balbutia. « Le vase bleu, lui, qu'est-il devenu ?» Jack le dévisagea mais commença à comprendre quand le vieillard le submergea sous un torrent d'imprécations. « Un Ming, unique au monde, la perle de ma collection, valant au bas mot 10 000 livres sterling. Hogenheimer, un millionnaire américain, me les offrait. Seule pièce semblable au monde. Damnation! Qu'as-tu fait de mon vase bleu ?» Jack bondit de la pièce. Il lui fallait trouver Livington. L'employé de la réception le dévisagea froidement. « Le docteur Livington est parti cette nuit en auto. Il a laissé un mot pour vous. » Jack ouvrit le pli. « Mon jeune ami, l'ère du surnaturel est-elle révolue? Pas tout à fait, surtout quand elle est traduite en langage scientifique moderne. Meilleur souvenir d'Alice, de son père infirme et de moi-même. Nous avons 12 heures d'avance, ce qui doit nous suffire. Bien à vous. Ambroise Livington, médecin de l'âme. » Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir et merci.